Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et comme nous vous l'avons annoncé, nous nous retrouvons maintenant sur notre stand avec Frédéric Pechnard, le délégué interministériel à la sécurité routière. Nous allons avoir un long entretien avec vous, Stéphane Chabrier. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur le plateau d'Autoroute Info, ici sur le stand de l'ASFA, pour évoquer un petit peu la sécurité routière. Et on va d'ailleurs tout de suite commencer dans le vif du sujet avec les chiffres de la sécurité routière pour le mois de septembre. Ça y est, ils sont tombés. Alors ils viennent de tomber, ils sont plutôt bons puisqu'on a moins 3,9% de tués sur le mois de septembre. Vous avez d'ailleurs mon opinion là-dessus. Comparer de mois à mois, c'est toujours un petit peu fragile pour faire des chiffres qui soient consolidés. Mais depuis le début de l'année, donc sur les 9 premiers mois de l'année, on est à moins 8% de tués, ce qui est une évolution favorable. Ça fait un peu plus de 250 vies sauvées par rapport à l'année dernière. Une tendance positive qui est peut-être due à des changements de comportement ? Alors je l'espère en tout cas. Vous savez, l'accidentologie, c'est dû à plusieurs choses. La baisse ou la hausse du coût de l'essence, le nombre de week-ends dans le mois, la météo, mais également, bien sûr, le comportement des automobilistes qui est quelque chose d'absolument fondamental. Alors j'espère que, à la fois avec les campagnes sur les nouveaux radars de cet été et la campagne que nous menons actuellement contre l'alcool, je vous rappelle que l'alcool et la vitesse sont les deux principaux facteurs de mortalité sur la route. L'alcool en numéro 1, puisque l'alcool est présent dans 30% des accidents mortels. Rappelons que l'année dernière, il y a eu encore 4000 morts sur les routes de France. Et puis la vitesse, il est le deuxième facteur de mortalité, est en fait un facteur prépondérant dans la mesure où c'est un facteur aggravant de tous les autres accidents. Voilà. Alors, outre les chiffres de la sécurité routière pour le mois de septembre, dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur qui a décidé de reporter au 1er mars 2013 la verbalisation pour défaut d'éthylotest dans les véhicules. Cette verbalisation devait initialement entrer en vigueur le 1er novembre prochain, mais face aux difficultés d'approvisionnement recensées dans certaines régions, Manuel Valls a choisi de repousser cette date. L'objectif est donc de ce report, c'est de permettre à l'ensemble des conducteurs de s'équiper dans de bonnes conditions. On va tout de suite, et je demanderai votre réaction, Frédéric Pechnard, écouter Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes sur ce sujet. Les gens sont majoritairement favorables pour lutter contre la sécurité routière à des contrôles d'alcoolémie ciblés sur les routes. Et ça, c'est un véritable enseignement qu'a apporté cette étude et qui est vraiment extrêmement intéressant. Ils rejettent massivement le radar, considérant qu'on est arrivé à saturation en termes de lutte contre la vitesse et multiplication des radars, mais ils se prononcent pour le renforcement de la formation continue des automobilistes, pour aussi la lutte contre la somnolence, qui sont des mesures préventives, et aussi pour les contrôles ciblés routiers alcoolémie sur la route. Alors, ils sont pour plus de contrôle d'alcoolémie. Cela veut dire qu'ils n'ont pas confiance en cet outil, en ce nouvel outil, l'éthylotest ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éthylotest est avant tout un outil de prévention, mais il faut le présenter en tant que tel. Finalement, j'ai envie de dire, l'éthylotest, c'est le préservatif de l'automobiliste. C'est ce qui va nous permettre de prendre la route en étant certain d'être non alcoolisé, ou en tout cas en deçà du taux légal. Maintenant, l'éthylotest, il a besoin d'être utilisé dans de bonnes conditions. Il va falloir une vraie communication pour apprendre aux gens comment on fait pour s'en servir, à quel moment on optimise son utilisation, parce qu'aujourd'hui, trop de gens considèrent qu'il est inefficace. Il n'est pas inefficace puisqu'il est normé, mais pour qu'il soit efficace, il doit être utilisé dans les meilleures conditions. Alors Frédéric Pechnard, comment l'éthylotest peut-il atteindre son but, celui avant tout de faire de la prévention à la sécurité routière ? Oui, c'est l'essentiel. L'éthylotest, il est là pour faire de la prévention. Il doit servir à deux choses, et je partage d'ailleurs l'avis de la personne qui vient de parler. Il doit d'abord servir à s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conducteurs, je parle ceux qui sont de bonne foi bien sûr, qui ont un doute sur la capacité à conduire, eh bien ils sauront. Il a rappelé que les éthylotests devaient être estampillés NF, ce qui est fondamental parce qu'il faut que ces éthylotests fonctionnent pour donner une indication qui soit une bonne indication aux automobilistes. Donc la première chose, si vous voulez, en termes de prévention, c'est ça. L'automobiliste a la possibilité de s'auto-évaluer et donc il sait qu'il va prendre la route en étant en état d'alcoolémie ou pas. Après, c'est un choix personnel, mais nul doute que
grande majorité des gens, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont trop bu, ne partiront pas en voiture. L'autre aspect de cet éthylotest, et je crois encore plus important, c'est pour rebondir sur l'idée de nos campagnes de sécurité routière, boire ou conduire, il faut choisir, pour que tout le monde ait en permanence à l'esprit, en voyant cet objet, qu'on ne conduit pas si on a bu. En permanence, vous avez l'éthylotest qui est dans votre voiture, comme le gilet jaune, comme le triangle de signalisation. Ça fait partie des règles, ça fait partie des basiques. Il doit rentrer dans les mœurs. Ça doit rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas boire quand on a bu. Alors là, ça s'adresse non seulement au conducteur, mais également à ses passagers, ses enfants, ses amis, sa femme, qui peuvent dire quand quelqu'un veut absolument prendre le volant alors que visiblement il a passé une soirée un petit peu arrosée, il lui dit attends, tu n'es pas en état de conduire. Tu peux te contrôler, moi je vais conduire, etc. C'est aussi le sens de notre campagne, passe le volant si vous voulez. Donc tout ça arrive bien sûr en même temps pour avoir un effet maximum. Merci Frédéric Pechnard. Vous savez que la vocation de notre radio, c'est de donner de l'information trafic. Il est 11h, on se retrouve dans quelques instants, juste après l'info trafic. Avec la poursuite de notre entretien avec Frédéric Pechnard, délégué interministériel à la sécurité routière. Stéphane Chabrier. Voilà, Frédéric Pechnard. Un dernier mot sur l'éthylotest. Le report au 1er mars 2013, donc, c'est dû à des problèmes de pénurie concernant les éthylotests embarqués? Oui, absolument. Les sociétés qui fabriquent les éthylotests n'ont pas réussi à en fournir tout à fait assez. Dans le même temps, celles qui en fabriquent mais qui n'ont pas la norme française ont perdu visiblement un petit peu de temps pour obtenir cette norme française, et il faut que ces tests soient fiables, sinon ça ne sert à rien si vous voulez. Donc on a vu depuis la fin du mois d'août déjà qu'il n'y avait que 55% des Français qui étaient équipés d'éthylotests. Ça induisait un certain nombre d'effets négatifs, et notamment l'augmentation du prix de certains éthylotests qui ne me paraît pas du tout convenable. Un éthylotest, ça vaut 1 euro, il n'y a aucune raison de les vendre 4 ou 5 euros. On ne trouve pas ça convenable. Donc le ministre de l'Intérieur a légitimement pensé qu'il fallait donner un peu plus de temps aux Français et aux étrangers, puisque les étrangers qui circuleront en France seront amenés également à avoir ces éthylotests pour s'équiper tranquillement. L'idée n'étant pas de faire de la répression dans cette affaire, mais au contraire de la prévention. Donc on donne plusieurs mois supplémentaires pour que les Français puissent tranquillement s'équiper en éthylotest. Un mot, monsieur le délégué interministériel à la sécurité routière, concernant la dernière campagne Passe le volant, qui met en garde, alors bien sûr par rapport au comportement du conducteur, de savoir bien donner le volant au bon moment, et surtout qui met en garde sur l'absorption de drogue, d'alcool, mais aussi de médicaments. C'est une nouveauté à la sécurité routière de parler de l'absorption des médicaments. Oui, absolument. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'accidents qui étaient dus à l'ingestion de médicaments et, disons plus généralement les choses, à une fatigue généralisée. Bien. Donc, incontestablement, d'abord, il faut prendre la route en étant reposé, ça c'est quelque chose de fondamental, sans avoir bu. Et puis, il faut que les automobilistes sachent que quand ils prennent certains médicaments, leur comportement peut être affecté, et notamment vers un endormissement. Donc, c'est important de savoir que quand on prend ce genre de médicaments, vous savez, c'est toujours marqué sur les notices d'emploi, faites attention, risque de somnolence, eh bien, il ne faut pas tenter le diable et il vaut mieux passer le volant. Alors parlons un petit peu de la vitesse, forcément. Lorsqu'on parle de sécurité routière, on parle avant tout de vitesse et de déploiement des radars. Les radars tronçons ont fait leur apparition cet été, les premiers radars, un déploiement qui va continuer dans les prochains mois. Oui, absolument, ce déploiement va continuer. La vitesse est la deuxième cause de mortalité sur les routes, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'en fait c'est vraisemblablement la première, puisque l'excès de vitesse est présent dans pratiquement tous les accidents mortels. Alors, en ville, de manière très claire, en ville, on meurt peu en voiture, et ce sont surtout les piétons, alors que c'est bien sûr à la campagne, soit au départemental et national, où on meurt le plus, parce que quand vous avez, tout le monde le comprendra, un accident à 30 km/h, eh bien vous avez un peu de tôle froissée et mal à la nuque. Quand vous avez le même accident à 100 ou 110 km/h, eh bien vous êtes mort. Voilà. Donc la vitesse, c'est un facteur aggravant, et il faut impérativement qu'on lutte contre la vitesse. Vous savez, les radars fixes, ils ont été décidés fin 2002. Le premier a été mis en place en octobre 2003. Il a été inauguré par Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien. C'est donc pas très très ancien. Nous avions à l'époque 8000 morts sur les routes. Nous en avons cette année 4000. Donc le travail de la sécurité routière a permis d'économiser chaque année 4000 vies. On estime, et il ne s'agit pas d'une estimation au doigt mouillé, ce sont
nous avons un réseau scientifique et technique qui travaille dessus, que 75% des morts épargnés, donc sur les 4000 morts que nous avons gagnés, entre guillemets, sont dus au radar et surtout à la baisse de la vitesse. Le radar en soi n'a bien sûr aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que les gens roulent plus doucement. En 10 ans, la moyenne des Français a baissé de 10 km/h. Et c'est ça, et pratiquement rien d'autre, en tout cas c'est ça à 75%, qui a permis d'épargner ces 4000 vies par an. Alors concernant la vitesse, Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière aimerait que l'on aille plus loin et elle s'adresse à vous à ce sujet. Bonjour, monsieur le délégué, nous espérons que pour lutter contre la vitesse, premier facteur de mort sur nos routes, vous reprendrez un dossier qui nous tient à cœur, le LAVIA, limiteur automatique de vitesse. Soutiendrez-vous la mise en place de cette nouvelle technologie annoncée lors de la présidence précédente ? Alors, juste avant de retrouver votre réaction, Monsieur Pechnard, retour à nos studios pour un événement à donner en priorité. Oui, un accident qui vient de se produire sur l'A39, l'axe Dijon-Bourg-en-Bresse. C'est dans le département du Jura que l'accident s'est produit, en direction de Bourg-en-Bresse, Lyon et Genève au kilomètre 80. C'est donc après la sortie numéro 7.1 et juste après l'aire de service du Jura. Un poids lourd, une voiture impliquée en bordure des voies et il pourrait y avoir des débris sur place. Retour porte de Versailles, Stéphane Chabrier. Donc Frédéric Pechnard, un mot sur le LAVIA, peut-être en rappelant aussi en 2 mots, vraiment en 2 mots, de quoi il s'agit. Alors le LAVIA est un dispositif comme le régulateur de vitesse qui permet à l'automobiliste de se brancher sur une vitesse et de ne pas le dépasser. Le régulateur, c'est une vitesse donnée, le LAVIA permet de ne jamais pouvoir dépasser. Donc, c'est un système automatisé. Alors où en est ce projet ? Alors, c'est un système automatisé, c'est un système qui existe sur un certain nombre de voitures et qui est débrayable. Bon, je partage l'opinion de Madame Perrichon sur la vitesse. Maintenant, vous le savez, la délégation interministérielle ne crée pas la politique de sécurité routière, elle l'applique, ce qui est un petit peu différent. Donc, avant la fin de l'année, il y aura un CNSR, un Conseil national de sécurité routière, qui sera réuni et annoncé par le ministre de l'Intérieur. Ce CNSR fera un certain nombre de propositions qui seront reprises par un comité interministériel de sécurité routière, présidé par le Premier ministre ou par le ministre de l'Intérieur. Et c'est cet organisme-là qui déterminera la politique de sécurité routière du gouvernement français. Alors, à l'occasion de ce mondial, on a pu découvrir de nouveaux produits censés contribuer à plus de sécurité sur nos routes. Et c'est en tout cas l'avis de Boris Brault de la société Roadize qui a une question à vous poser. Monsieur Pechnard, serait-il envisageable de rendre la boîte noire obligatoire dans tous les véhicules, comme l'ont prévu les États-Unis à partir de 2015 ? Voilà, Monsieur Pechnard, la boîte noire, Roadize fabrique des boîtes noires qui sont validées par la CNIL, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des particuliers, peuvent aujourd'hui se doter donc d'une boîte noire. Cela peut avoir un enjeu important en cas d'accident devant les assureurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit ? Écoutez, le réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie est en train de travailler sur ce type de produit pour qu'on voit un petit peu quels sont les intérêts et les inconvénients. Bon, je crois objectivement qu'il y a quand même pas mal d'intérêt à avoir ce système. Il a un inconvénient qui est une évidence, c'est son coût. Donc je crois qu'en termes de sécurité routière, il faut faire des choix. On ne peut pas tout mettre sur une voiture en même temps. Si vous mettez un ABS, ça coûte plus. Si vous mettez un limitateur de vitesse, ça coûte plus. Si vous mettez une boîte noire, ça coûte plus. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre la sécurité et le coût des véhicules. Sans qu'il soit obligatoire, est-ce qu'on peut éventuellement le conseiller ? Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement au point. En tout cas, il n'y a pas de boîte noire en France qui soit parfaitement au point. Et je crois savoir qu'aux États-Unis, on est en termes de déploiement, on n'en est pas loin, mais on est encore en phase de test. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des boîtes, d'ailleurs, je crois que notre interlocuteur le disait, c'est 2015. Je crois qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à voir. J'irai me les faire présenter et puis on verra ultérieurement et le CNSR verra si c'est une priorité immédiate ou à long terme. Mais nul doute que sur le long terme, les voitures auront des boîtes noires. Alors abordons maintenant la problématique des technologies embarquées. Plus ça va, plus les conducteurs doivent composer avec un nombre croissant d'écrans dans le véhicule, avec tous les risques de dissipation, de l'attention que cela induit. Jean-Claude Robert de l'association PSRE Promotion et Suivi de la Sécurité Routière en Entreprise a souhaité également s'adresser à vous. Bonjour monsieur le délégué interministériel. Voilà, alors la pratique du téléphone au volant est moins perçue comme un facteur de risque pour la route
que les facteurs classiques que sont alcool, stupéfiants, vitesse et somnolence. Voilà. Avec ce mondial de l'automobile, on voit bien que l'installation des nouvelles technologies dans l'habitacle devient un critère aujourd'hui très important de choix des usagers de la route et même des professionnels. Téléphone, smartphone avec messagerie, GPS de plus en plus interactif, etc. Est-ce que vous pensez que l'État peut jouer un rôle plus actif de manière à ce que les efforts de quelques-uns, constructeurs, équipementiers, employeurs, ne soient pas contrariés par les innovations sauvages de quelques autres? Monsieur Pechnard, c'est effectivement l'usage de tous ces équipements dans l'automobile. Est-ce qu'on ne va pas trop loin? C'est un sujet très important qui est celui des distracteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans votre véhicule, il faut que vous soyez attentif. Donc il y a des aides à la conduite, comme le GPS, comme Autoroute Info, comme un certain nombre de choses qui vont vous donner de l'information, qui donc vont vous distraire entre guillemets, mais d'abord peu de temps et en plus ils vont vous distraire, mais dans la continuité. C'est-à-dire que vous allez être distrait par des informations sur la façon de conduire. Ça, c'est très positif. Par contre, tout ce qui est distracteur hors conduite, téléphone en kit main libre, SMS, vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui envoient des SMS au volant. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Pendant plusieurs secondes, vous perdez la route de vue et incontestablement, ça augmente le nombre d'accidents. Donc que les choses soient claires, ma position est la suivante. Tout ce qui est aide à la conduite, même si ça doit, comme le GPS par exemple, parfois vous distraire, est une bonne chose. Tout le reste est une chose sont des choses qui sont extrêmement dangereuses. Alors, on va évoquer quand même un petit peu le permis de conduire, le nouveau permis de conduire, le permis qui sera européen. Il n'est pas prévu de contrôle médical, a priori, lors de l'obtention de ce permis de conduire. Toutefois, le contrôle médical reste une question abordée. C'est un thème qui revient souvent dès lors que l'on parle de ce dossier de sécurité routière et du permis de conduire. Catherine Géga de l'ASNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, a également une question. Monsieur Pechnard, bonjour. Je voulais tout simplement savoir si dans le cadre de l'instauration du permis européen au mois de janvier prochain, il était envisageable qu'enfin un contrôle de la vue encadré soit instauré pour les candidats au permis de conduire et éventuellement régulièrement tout au long de la vie des conducteurs. Voilà, Monsieur Pechnard, là il s'agit bien d'un test pour la vue. Est-ce que c'est envisageable au moment du permis de conduire, par exemple? Envisageable, tout est envisageable. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Voilà. Il n'est pas question, en l'état actuel des choses, de faire passer une visite médicale systématique avant de passer le permis, ou au contraire d'ailleurs au fur et à mesure de la vie. Il y a des possibilités pour les conducteurs qui sont des seniors, qui sont ceux qui ont la vue qui peuvent baisser le plus sans forcément s'en apercevoir. Il y a des possibilités pour que leurs proches fassent une demande et que ces gens-là, sous l'autorité du préfet de département, soient obligés de passer une visite médicale. Voilà, donc on a déjà les outils qui peuvent permettre, dans certains cas particulièrement précis ou particulièrement dangereux, d'intervenir. Je ne suis pas absolument certain que le côté systématique soit particulièrement efficace. Merci Frédéric Pechnard. Il est 11h passé de 15 minutes. On se retrouvera sur le mondial de l'automobile, porte de Versailles, à partir de midi. Tout de suite, c'est l'information trafic.